Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons commencer avec les outils d'analyse des systèmes avec Aspen+. Ainsi, nous verrons dans cette vidéo comment étudier les composés purs et les mélanges binaires. Alors, nous utiliserons ces deux outils-ci, Pure et Binary. Vous les retrouverez juste au-dessus de Aspen+ dans l'onglet Properties. Donc, qu'est-ce que les outils d'analyse des composés purs? Ces outils sont utilisés pour générer des diagrammes de propriétés simples pour les méthodes de propriétés physiques de leurs données. Les diagrammes suivants peuvent être tracés. Propriété d'un corps pur, un seul composant. Par exemple, la pression de vapeur en fonction de la température. En utilisant cet onglet-ci, cette icône. Ensuite, l'enveloppe PT, pression en fonction de la température. Le système binaire de composants, c'est-à-dire température en fonction de le diagramme T is Y, le diagramme P is Y. Donc, température en fonction de la composition, pression en fonction de la composition. Ensuite, nous pouvons tracer les diagrammes de mélange. Nous pouvons également tracer les diagrammes de système ternaire à trois composants, comme les courbes résiduelles, le diagramme de phase. Nous pouvons aussi tracer les diagrammes de solubilité. Donc ici, on n'aura pas trop de littérature. On va passer directement aux exemples. Nous allons commencer avec l'exemple 1. Déterminer la densité en kg par mètre cube de l'acétone à pression atmosphérique et de température de 25-75 microns. Utilisée comme méthode thermodynamique, la méthode NaTL et comme phase valide de vapeur et puis. Moi, je vais me rendre à mon logiciel Aspen+. Le composant, j'ai l'acétone. Voilà, j'écris acétone. Clique Next. Là, je vais mettre NaTL. Ok. Et là, je vais venir là et je vais cliquer sur Pure. D'accord. Quand je clique sur Pure, voici l'interface qui va s'afficher. Là, vous pouvez voir Property méthode dans la méthode que j'ai choisie, NaTL. Puisque je n'ai que choisi une seule méthode, c'est pour ça qu'elle est seule. Ici, la propriété que je recherche, il y a deux groupes. Soit c'est une propriété thermodynamique, soit alors une propriété de transport. Et voici la propriété spécifique. Donc ça, c'est la propriété, on va dire, générale, ou bien type entre guillemets. Ça, c'est la propriété recherchée. Donc là, je recherche la densité. La densité en anglais, c'est... Je vais placer mon curseur à lire ainsi de suite. Ok, voici la densité. Density of pure component. Donc, je clique là. Et phase valide, c'était vapeur liquide. Donc, je vais cliquer aussi ici. Bon, cette fois-ci, je dois spécifier la température, c'est entre
25, 75 degrés Celsius. Donc, start point, 25 et 75 degrés. Bon, ici, j'ai le choix. Je peux choisir que la distance entre deux intervalles soit équidistante et soit logarithmique. Ou alors, moi, je vais choisir liste qu'on va 25, 75. En bas, oui, pression atmosphérique. Ça, c'est l'équivalent de la pression atmosphérique en bas. Donc, une fois que j'ai sélectionné l'acétone, je l'ai placé ici, je peux effectuer mon analyse. Je vais déplacer la légende aussi. Donc, vous pouvez voir là que la courbe en bleu représente la phase vapeur et la courbe en vert représente la densité de l'acétone en phase liquide. Donc, vous pouvez voir qu'à pression atmosphérique, donc ici, la densité la densité de l'acétone à 25 degrés Celsius. Là, je suis entre, je vais dire n'importe quoi, je suis à 0,0135. Donc, à 25 degrés Celsius, l'acétone a une densité de 0,0135. Et l'unité, je suis en mol par. Je vais changer ça. Je vais mettre kilomol par mètre cube. Donc, je suis à 13,5 kmol par mètre cube. Et à 75 degrés, je suis à 12,5 kmol par mètre cube. C'est la densité. Et en phase vapeur, vous pouvez voir que la densité est nulle parce que l'acétone n'est pas sous forme vapeur à l'intervalle de température spécifique. Donc, c'est ainsi que nous allons faire cet exercice. Je vais retourner à mon PDF pour continuer. Exemple 2. Déterminer la capacité calorifique en kJ par kmol Kelvin de l'eau à pression atmosphérique à la plage de température de moins 50 degrés Celsius à 150 degrés Celsius. D'utiliser toujours un actuel et considérer les phases variables. Ici, vous avez vu qu'on a spécifié la phase solide parce qu'à moins 50 degrés Celsius, l'eau est sous forme solide. Donc, je vais revenir dans la semaine plus. Il n'est pas nécessaire de recommencer encore à créer une autre simulation, donc je vais juste revenir en specification. Et là, je vais ajouter l'eau. Je clique sur Next. Là, je vais venir, je vais cliquer sur toujours pure, puisque c'est un seul composant, donc c'est l'eau, il est pur. Heat capacity, capacité calorifique, la pression atmosphérique dans la pression constante. C'est ce qu'on appelle souvent en français CP, parce qu'on calcule en calcul. Donc, constant pressure heat capacity for a pure component. Là, voici. Je vais cliquer. Là, je vais choisir toutes les phases composées. Et là, intervalle, moins 50.
Et là, c'est 150. Bon, je vais laisser le nombre d'intervalles à 50. Ça veut dire qu'après chaque 5 degrés, j'aurai une valeur. Donc, je vais lancer le calcul toujours à pression constante. Ok. Donc là, vous pouvez voir que la courbe en bleu correspond à la capacité calorifique à pression constante de la phase vapeur. Celle en vert correspond à la capacité calorifique de la phase liquide. Et celle en rose là pour la phase solide. Une chose que je voudrais vous faire remarquer ici, c'est que ici on peut diviser l'intervalle de température en 3 sous-intervalles. Donc, entre moins 50 degrés Celsius et 0 degrés Celsius, nous avons la phase solide. Entre 0 et 100, nous avons la phase liquide. Et au-delà de 100 degrés Celsius, nous avons la phase vapeur. Qu'est-ce que cela implique? Tout à l'heure, je vous ai dit que la courbe de la phase solide, la voici. Donc, cette courbe de capacité calorifique n'est valable que pour moins 50 et 0 degrés Celsius, puisque c'est cet intervalle qui correspond à la phase solide. Donc, au-delà de 0 degrés Celsius, cette courbe de capacité calorifique n'est plus grave. Ainsi, il faut considérer cette courbe, elle est valable dans l'intervalle moins 50 à 0 degrés Celsius. La courbe solide. Dans le même ordre d'idée, la phase liquide, la courbe en vert, n'est valable que pour 0 et 100 degrés Celsius. Dans cet intervalle-ci, 100 et 0 degrés Celsius. De part et d'autre, elle n'est pas valide parce que entre moins 50 et 0, nous sommes en phase solide et au-delà de 100 degrés Celsius, nous sommes en phase vapeur. Et donc, en phase vapeur, cette courbe, c'est cette partie-ci qu'on doit considérer. Entre 100 et 150, on doit considérer que cette partie. Et toute cette autre partie est invalide. Donc, c'est sur ce point que je voudrais attirer votre attention. Il faut être vigilant sur les différents domaines de température. Donc, nous allons terminer avec l'exemple 3. Déterminer l'énergie libre de Gibbs et l'éthanol plus à l'équilibre à la plage de température de 0 à 500 degrés Celsius et ajouter deux pressions différentes en bas. Donc, je vais retourner. Puisque j'ai terminé, je vais fermer ça. Je vais retourner à Specification. Là, je vais ajouter l'éthanol. Je clique sur Next. Donc là, je vais appeler toujours plus, puisque j'ai un seul composant que je vais prendre en compte dans cette analyse des composés purs. Sélectionner l'éthanol, répéter NaCl, et là, je vais choisir l'énergie libre de Gibbs. Je crois que c'est G. Free energy for flow component. Entre 0 et 500 degrés Celsius. Moi, je vais choisir aussi la phase vapeur parce que au-delà de 100 degrés Celsius, moi, je suis en phase vapeur. Entre 0 et 500 degrés Celsius. Alors, je vais mettre
éthanol. Unité. Qu'est-ce que je vais prendre? Kilo pas kilo oui. Là, je peux lancer. OK. Là, vous pouvez voir la courbe en bleu représentant l'énergie libre de Gibbs en phase vapeur de l'éthanol et la courbe en vert l'énergie libre de Gibbs de l'éthanol en phase liquide. Et vous pouvez voir un intervalle là. Le point de rencontre entre ces deux courbes va correspondre sur l'axe des abscisses va correspondre à la température d'évolution de l'éthanol. Donc, puisqu'on nous a donné pour deux positions différentes, je vais préciser ici que c'est un bar. Fais un double clic. Sélectionne. OK. Donc là, vous pouvez voir que c'est pour l'éthanol à un bar. Je reviens ici. Si je modifie ici, puisque j'ai là, on m'a demandé pour 1 bar et 20 bars. Si je modifie ici 20 bars et que je refais le calcul, il va plutôt modifier cette courbe-ci. Donc, je n'aurai plus les différentes courbes correspondant à 1 bar, mais cette fois, j'aurai plutôt les courbes correspondant à 20 bars. Pour avoir les deux courbes séparées, c'est-à-dire une courbe correspondant à 1 bar et une autre correspondant à 20 bars, je vais revenir ici, cliquer à nouveau. Voilà. Et cette fois-ci, je vais refaire la même chose et je vais modifier seulement la position. Et là, je vais mettre en bas. Lance. OK. Là, vous pouvez voir, j'ai une autre courbe. Et ça, c'est celle de 1 bar. Et ça, c'est celle de 1 bar. Donc, si moi, j'avais modifié simplement ici, j'avais refait, c'est cette courbe qui serait modifiée. Je n'aurais pas d'autre courbe. Donc, je vais faire pareil. Si je vais mettre 20 bar. Donc, bleu, vapeur et vert, liquide. Je vais mettre toutes les courbes que j'ai eues sur le même graphique pour voir les différences. Donc, je vais venir ici à Mesh Plot, puisque j'ai une seule courbe, donc je vais cliquer ici. OK. Donc, vous pouvez voir les différentes couleurs correspondantes. Mais ici, vous voyez que chacune des courbes a son axe. Son axe. Donc, ce n'est pas, on ne peut pas facilement voir la différence. Bon, c'est vrai que les coordonnées correspondent, mais je vais quand même mettre tout ça sur le même axe. Je vais venir ici à X-axis map. Et là, je vais cliquer sur single Y-axis. Je vais aller OK. Là, vous pouvez voir. Donc, à 1 bar, la température d'évolution de l'éthanol est
Et ici, je vais supposer que c'est 80 degrés Celsius. Par contre, à 20 bar, elle est à, elle est à, euh, je vais dire n'importe quoi, entre 180, 180 quelque chose. Donc, c'est ainsi qu'on utilise, c'est ainsi qu'on utilise l'analyse des composés purs. Donc, il faut déjà connaître la propriété que vous recherchez et allez-y doucement au fur et à mesure vous lisez jusqu'à ce que vous trouviez la propriété que vous cherchez. Et faites attention aussi à l'intervalle de température parce que les propriétés thermodynamiques sont souvent en fonction de la température. Si vous cochez, si vous mettez par exemple ici entre 150 et 500 degrés Celsius, mais vous allez cliquer plutôt sur la phase valide de vapeur pour ce qui a trait à l'eau. Vous voyez que vous êtes dans l'erreur puisqu'entre 150 et 500 degrés Celsius, l'eau se forme vapeur. Donc, soyez cohérent entre les intervalles de température spécifiés et les phases valides cochées. Sur ce, merci de m'avoir écouté. Nous allons continuer dans une autre vidéo à effectuer les analyses. Donc, merci de m'avoir écouté. À la prochaine.